merci de nous avoir rejoints pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement, ici à l'Assemblée nationale. Avec nous pour quelques minutes, Bruno Le Roux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe socialiste, 290 députés, et vous-même vous êtes élu de Seine-Saint-Denis. Alors, 9e jour de grève voté pour demain à la SNCF. Comment on sort de ce conflit avec, il faut le rappeler, le projet de loi qui est examiné ici depuis hier soir? Je pense par le débat qui a lieu dans cette Assemblée et qui devrait suffire à démonter toutes les peurs. Cette grève, cette mobilisation n'avait aucune justification au premier jour. Elle n'en a pas plus au 9e jour. Elle gêne des milliers et des centaines de milliers de Français, des étudiants qui vont passer leurs examens sans qu'il y ait la moindre prise à ce qui pourrait être un recul pour le service public ferroviaire dans notre pays. Au contraire. Et donc je demande à ce que le débat parlementaire soit écouté, que les amendements soient intégrés et que l'on puisse faire cesser aujourd'hui ce qui est un mauvais coup porté aux usagers, mais en même temps à l'entreprise SNCF que nous voulons et auquel nous tenons, je dois le dire, comme à la prunelle de nos yeux. C'est quelque chose qui fait partie de notre patrimoine national et nous avons le sentiment, et ce n'est pas simplement le sentiment, c'est la réalité. Avec le travail que nous faisons sur cette réforme ferroviaire, nous faisons en sorte de donner de la force au modèle français ferroviaire et à l'entreprise SNCF. Vous avez vu que les syndicats changent un peu de discours, ils parlent plus de sécurité, comment on va faire pour payer les rames, toujours cette prise en charge de la dette, 44 milliards. On sent qu'il y a un effort de pédagogie de la part des syndicats pour alerter l'opinion. Mais ils cherchent aujourd'hui des éléments qui sont justes à discuter, que nous discutons depuis maintenant plusieurs mois, avec les syndicats d'ailleurs, car nous avions trouvé un accord avec les principaux syndicats avant d'arriver au débat dans l'hémicycle. Et bien entendu que la question de la sécurité ferroviaire, notamment après l'accident de Brétigny, est un enjeu majeur aujourd'hui. La capacité de renouvellement de notre parc, la capacité de renouvellement de nos rails, tout cela a été pris en compte. Mais ce qui n'a pas été pris en compte aujourd'hui, ce qui n'a pas été possible, le sera demain par une entreprise profondément, j'allais dire, renouvelée, avec de nouvelles forces. Et ce débat, cette réforme donne de nouvelles forces à la SNCF et au service public ferroviaire et je souhaite que tout le monde l'entende. Bruno Le Roux, vous n'avez pas la tâche facile. Vous avez finalement des députés frondeurs qui vous reprochent trop d'austérité. La Cour des comptes, Didier Migaud, qui explique que vous allez passer les 4% de déficit public. Alors, c'est inextricable tout ça. Comment vous allez faire? C'est peut-être parce que nous sommes aujourd'hui sur le chemin qui est le chemin juste. Celui qui permet à notre pays de baisser sa dette, de baisser ses déficits publics. Peut-être pas au rythme. Manifestement, ça marche pas autant qu'on voudrait, avec des rentrées fiscales en baisse. Ça marche parce que nous n'allons peut-être pas avoir, encore que je pense que la Cour des comptes se trompe. Mais en même temps, ce que la Cour des comptes... croissance, par exemple, je pense à ce qu'elle nous dit en matière de déficit public. Elle nous dit 4%, nous maintenons 3,8%. Mais dans le même temps, si c'était 4, ce serait quand même une baisse continue des déficits publics dans notre pays. Alors qu'auparavant, ils ne faisaient qu'augmenter. Et donc c'est cela que je veux dire à ceux qui nous écoutent. C'est que nous essayons d'avoir le juste chemin entre la maîtrise de la dépense de notre pays, le rétablissement de ces grands équilibres et aucune mesure qui ne puisse peser sur la consommation, qui nous entraîne dans l'austérité, dans la récession. Et c'est ce chemin juste qui est difficile dans une période de crise, mais que nous entendons poursuivre, continuer, ne pas lâcher l'effort, mais en même temps toujours penser aux Français les plus modestes, aux classes moyennes, aux retraités qui sont en difficulté, toujours les avoir présents dans notre esprit pour faire en sorte que dans cette période de difficulté, ils ne payent pas un prix plus fort que les autres et qu'ils n'aient pas à contribuer plus fortement que les autres. Alors réforme difficile, certaines ont été présentées ce matin au Conseil des ministres, pas des moindres, transition énergétique, enfin la fiscalité écologique qui arrive, et puis la réforme territoriale comme prévu et qui n'est pas gagnée quand même. Ségolène Royal, sur le premier texte, a bien entendu repris un travail qui a été fait par ses prédécesseurs, et notamment Philippe Martin. Mais elle a imprimé sa marque, avec une écologie qui doit être sociale, pas punitive, quelque chose qui doit privilégier les économies d'énergie dans notre pays. Il y a des contraintes quand même, liées aux nouveaux travaux, des contraintes d'isolation, de mise aux normes. Bien entendu qu'il y a des contraintes, mais en même temps, il y a des chantiers pour notre pays. L'écologie, ça doit être une source de croissance. C'est pas quelque chose qui s'impose à tout le monde. C'est une possibilité de rebond supplémentaire pour notre pays, de rebond vertueux. Et je crois que Ségolène Royal, par le texte et la communication qu'elle a fait ce matin, intègre parfaitement le discours sur ce rebond vertueux
qu'est le développement durable et l'écologie. Et sur la réforme territoriale, alors Stéphane Le Foll a annoncé les élections donc cantonales et régionales à décembre 2015. Ça, sur la réforme territoriale, par contre, là, c'est le marathon là que vous démarrez. Oui, mais ça veut dire que nous avons dit aux Français, nous décalons de 6 mois les élections pour que vous puissiez voter en toute connaissance de cause. Il n'y a pas le moindre charcutage. Quand on charcute, on décale pas de 6 mois les élections. Là, nous décalons de 6 mois en disant aux Français, nous voulons la clarté sur ce sujet comme sur et nous voulons que vous puissiez vous prononcer lors des élections locales, régionales et cantonales après que la réforme ait été adoptée, non pas sur un discours mais sur une réalité, sur une meilleure efficacité territoriale, sur des équipes qui vont permettre de nouveaux projets. On va élire des conseillers généraux qui sont chargés d'éteindre la lumière quand même. Alors c'est pas évident de faire campagne en disant je vais être élu 5 ans et après on supprime le département si on prend cet exemple. C'est pas évident, mais pour renforcer les régions, pour renforcer les intercommunalités, il va falloir que les départements petit à petit s'effacent. Il y aura des équipes élus par nos concitoyens qui seront chargés de faire ce travail en bonne intelligence. Parce que la seule volonté que j'ai, c'est que ce soit les Français, les territoires qui soient les gagnants de cette réforme. Elle n'est pas faite pour faire des économies, elle est faite pour faire une nouvelle harmonie sur notre territoire et un meilleur service rendu aux Français. Très bien, Bruno Leroux, merci d'avoir répondu à nos questions. Claude Barthelone est en séance, il va rendre hommage à une délégation algérienne, le président de l'Assemblée nationale qui est pas loin de nous. Merci. Si vous voulez bien regagner vos places, la séance est ouverte. Mes chers collègues, je suis heureux de souhaiter en votre nom la bienvenue à une délégation de la Grande Commission interparlementaire Algérie-France, conduite par M. Mohamed Larbi Ould Khelafi, président de l'Assemblée populaire nationale de la République algérienne démocratique et populaire. Merci. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Christian Kert. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, les grands festivals d'été en France cette année sont menacés. Après Montpellier et Uzès, les festivals d'Avignon et d'Aix-en-Provence risquent d'être les prochaines victimes du mouvement de revendication des intermittents du spectacle. 11 ans après, on rejoue le même scénario qu'en 2003. Un régime spécifique d'assurance, aujourd'hui toujours indispensable à la vie culturelle, régime que vous avez vous-même, Monsieur le Premier ministre, qualifié d'être à bout de souffle. Une négociation entre partenaires sociaux, négociation forcément difficile, et de fait une réelle inquiétude des intermittents du spectacle, qui utilisent le levier des festivals pour, en quelque sorte, vous forcer la main. On sait la manne économique que représentent pour beaucoup de régions françaises les festivals, au-delà même du dynamisme culturel qu'ils impulsent. Or, Monsieur le Premier ministre, vos ministres en charge du dossier se contentent d'énoncer quelques positions de principe, tout en laissant les partenaires sociaux se départager. Oui, Monsieur le Premier ministre, pour parler de culture, la gauche est plus à l'aise dans l'opposition que dans la majorité. Un accord est signé, il vous faut le valider, mais il faut le valider, vous le savez bien, en l'accompagnant. Sans cela, les intermittents, qui sont plus que d'autres peut-être frappés par la crise, n'auront rien à perdre et transformeront l'été 2014 en désert culturel. Vous avez désigné M. Jean-Patrick Gille comme médiateur. On connaît les compétences de l'homme, mais, Monsieur le Premier ministre, quelle est votre volonté, la volonté de votre gouvernement, et est-ce que vous laisserez Madame la ministre de la Culture et de la Communication... La parole est à Monsieur François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Christian Kert, c'est un sujet que vous connaissez parfaitement. Et je comprends que vous me posiez cette question à la veille, effectivement, de grands festivals, dont celui d'Aix-en-Provence. Et tous ensemble, que ce soit à Aix-en-Provence, à Lyon, à Orange, à Belfort, nous sommes inquiets pour la tenue de ces festivals. À cet instant, je voudrais vous dire que tout à la fois, et je le fais au nom du Premier ministre,
il me revient, mais vous le savez pertinemment, de confirmer, d'agréer, devrais-je dire, l'accord majoritaire qui a été passé entre les partenaires sociaux. Je le rappelle, le statut d'intermittent, le régime d'intermittence était menacé dans son existence même avant cet accord. Et il a fallu tout un travail de conviction qui a été fait par les partenaires sociaux pour arriver à un accord majoritaire, signé par les organisations patronales, le MEDEF, la CGPME et l'UPA, et également, vous le savez aussi, par la CFDT, Force ouvrière et la CFTC. Et oui, mais je suis obligé de vous le rappeler, parce que cet accord majoritaire, je dois l'agréer. Je dois l'agréer parce que c'est un accord majoritaire et au nom du dialogue social. Et au nom du dialogue social, vous le savez. Mais en même temps, le Premier ministre, très sensible avec la ministre de la Culture et moi-même d'ailleurs, à ce qui se passe dans le monde de l'intermittence, a souhaité confier une mission de médiation au député Patrick Gilles. Et nous attendons justement de cette mission, j'allais dire, des résultats qui nous permettent de renouer le dialogue avec les intermittents tout en agréant l'accord qui existe. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Christophe Castaner. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, face au marasme économique et social dans lequel elle a trouvé le pays, la gauche a pris ses responsabilités. Depuis son arrivée, les réformes n'ont eu de cesse de se succéder, permettant le redressement de la France à un rythme contrastant avec celui du précédent quinquennat. L'UMP avait cruellement manqué de courage et d'ambition pour notre pays, le laissant dériver un peu plus chaque jour. Retraite, dialogue social, entreprise, justice, sécurité sont autant d'échecs à leur compteur, sans parler du souvenir amer laissé par le paquet fiscal pour les plus fortunés. Preuve, s'il en fallait, que l'agitation frénétique et l'esbrouffe n'ont jamais été gage de résultats. Or, du courage et de l'ambition, nous n'en manquons pas. C'en est fini de cette promotion permanente de l'impuissance politique. Elle n'est pas inéluctable. Et vous le prouvez tous les jours, Monsieur le Premier ministre, en incarnant la volonté d'affronter le réel, de privilégier l'action. Car faire de la politique, c'est d'abord faire. Transition énergétique, agroécologie, politique de la ville, éducation, réforme ferroviaire, politique pénale, politique du logement, jusqu'à ce matin où a été présentée en Conseil des ministres la réforme territoriale. Nous faisons cela dans le sérieux budgétaire qui refuse l'austérité et garantit aux plus fragiles la justice sociale, érigée comme cap de notre action, comme le démontre le projet de loi de finances rectificative débattu la semaine prochaine. La nouvelle étape est ainsi marquée par de vraies réformes structurelles qui vont produire de vrais effets positifs dans la vie des Français. Cette ambition réformatrice, nous la réaffirmons par-delà nos frontières en exigeant de l'Europe plus de régulation et plus de protection pour les citoyens européens. Ces réformes nombreuses et ambitieuses sont menées dans la concertation et le dialogue social. Mais vous le savez, Monsieur le Premier ministre, il arrive très souvent que les conservateurs et les intérêts particuliers et corporatismes bloquent le système. Alors, Monsieur le Premier ministre, comment allez-vous décliner votre volonté de poursuivre ces réformes vitales pour la France? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Merci, et je vous invite à être plus silencieux dans vos échanges, mes chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Christophe Castaner, oui, il faut réformer, pas pour le plaisir de réformer. Il faut réformer car nous avons tous, d'ailleurs, de l'ambition pour la France. Et nous voulons une France moderne, qui affronte les grands défis du monde, une France dynamique, une France qui avance. Une France réformée, ce sont évidemment d'abord des territoires plus forts et mieux préparés à l'avenir. Et je sais que cet objectif est préparé. Et c'est évidemment le sens des 2 textes de loi qui ont été présentés ce matin au Conseil des ministres, qui seront bientôt débattus au Parlement et dès le mois de juillet, dans les heures qui viennent d'ailleurs, au Sénat, pour ce qui concerne la nouvelle carte des régions et pour ce qui concerne les compétences, l'avenir de l'intercommunalité, l'avenir des départements, ça sera le cas à partir du mois d'octobre au Sénat. Nous avons besoin de cette réorganisation territoriale que doit accompagner aussi une réorganisation de l'État sur le terrain. Ça a été annoncé, ça n'a jamais été fait et nous souhaitons le faire. Nous voulons réformer pour faire en sorte de mieux affronter les défis économiques.
le niveau de nos déficits, bien sûr, mais d'abord le chômage et le chômage de masse auquel la France est habituée depuis des années. Et les choix qui vont être faits, les textes qui vont être votés, les projets financiers qui permettront la mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité le permettront avec des mesures concrètes d'économie, mais des mesures d'abord pour soutenir les entreprises et pour soutenir le pouvoir d'achat. Des réformes d'envergure, des réformes de société. Madame Ségolène Royal a présenté ce matin les grandes orientations sur la transition énergétique. Ce texte a été préparé, va faire l'objet d'un long débat, non seulement ici, mais aussi dans les institutions qui doivent se saisir de ces questions tout à fait essentielles. Et c'est toute la société française qui doit nous permettre d'aborder cette révolution majeure qui est la transition énergétique. Mais aussi, bien sûr, des textes engagés. Je pense à l'agriculture, je pense à celui qui va être présenté par Marisol Touraine sur la santé. Je pense aussi à la société du vieillissement, parce que nous devons également préparer notre pays, non pas aux mois qui viennent, mais aux prochaines années, aux décennies. C'est comme cela aussi qu'on réforme, pas pour le court terme, mais pour le long terme. Nous connaissons, et chacun connaît ici, j'ai déjà eu l'occasion de le dire encore hier, les difficultés auxquelles nous faisons face. Mais pour affronter ces difficultés, il faut tenir un langage de vérité, il faut regarder la situation avec lucidité et il faut du courage. Du courage pour réformer avec la volonté de la justice et de la justice sociale, mais réformer parce que notre pays a besoin de ces réformes et parce que nos compatriotes les demandent et les attendent. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Bruno Nestor Azerot. Merci, Président. Ma question s'adresse à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le ministre, moteur de l'économie antillaise, représentant plus de 10 000 emplois, soit près d'un actif sur 20 aux Antilles, la filière banane connaît un avenir incertain avec la maladie des raies noires qui fait des ravages et d'autre part la fréquence des cyclones, puisque je vous rappelle qu'elle a été touchée par 3 fois les 6 dernières années. La dernière tempête Chantal a constitué un coup dur porté à la filière en endommageant 40% les bananeraies antillaises en juillet 2013. Or, suite à l'application d'un abattement de 50% et faute d'un fonds de garantie comme il en existe en métropole, les pertes de fonds n'ont pu être indemnisées par l'État qu'à hauteur de 15%, ce qui nourrit les inquiétudes de nos agriculteurs pour la survie de leur exploitation. Il est essentiel que vous consentiez à supprimer cet abattement qui s'appuie sur une circulaire interministérielle du 11 juillet 2012, fortement pénalisante et injuste, car sinon, je crains que nombre d'entre eux ne parviendront pas à se relever. Monsieur le ministre, quelles mesures le gouvernement compte-t-il mettre en œuvre pour permettre d'assurer et de rassurer nos agriculteurs face aux risques climatiques majeurs à venir et est-il prêt à les accompagner dans la mise en place d'un fonds de garantie sur lequel nous travaillons? Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, vous avez en fait posé 2 questions dans la même intervention. Celle qui consiste à essayer d'organiser un fonds de garantie et d'assurance pérenne pour le moyen et le long terme. Vous avez aussi noté que les Outre-mer ne peuvent pas être couverts par le fonds de calamité qui existe en métropole. Mais vous le savez aussi, Monsieur le député, il y a un fonds spécifique au ministère des Outre-mer, le fonds de secours, qui est mobilisable à chaque fois qu'il y a un gros problème climatique, en particulier les cyclones qui sont souvent en Martinique comme en Guadeloupe, cause de beaucoup de dégâts, en particulier dans la production de bananes. Je voudrais vous indiquer, Monsieur le député, que ce fonds de secours va être mobilisé, qu'en réunion interministérielle a été prise une décision à la fois sur le cyclone Chantal pour mobiliser un montant de 6 963 000 € sur la question du cyclone Chantal et on y a ajouté, le comité a validé une intervention du fonds de secours aussi pour les pluies d'avril 2013 qui ont causé beaucoup de dégâts pour un montant de 437 000 €. Donc sur ces questions-là, la mobilisation de l'État est en route et les agriculteurs les plus en difficulté toucheront rapidement ces aides. Après, il y a
Comment organise-t-on un système assurantiel? Ça, c'est une question que nous discutons aujourd'hui au niveau métropolitain, mais qu'il va falloir aussi engager à l'échelle des territoires d'outre-mer en mobilisant l'ensemble des moyens financiers privés, mais aussi collectivités et aussi agriculteurs pour pouvoir financer un système assurantiel qui protège les agriculteurs contre ces aléas climatiques qui sont extrêmement douloureux et souvent cause de beaucoup de dégâts. Voilà, Monsieur le député, les réponses. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Stéphane Saint-André. Ma question s'adresse à Monsieur le secrétaire d'État chargé des Transports. Monsieur le ministre, la réalisation du canal Seine-Nord Europe est un enjeu majeur pour tout le Grand Nord de la France. Ce grand chantier, qui générera 10 000 emplois durant sa réalisation et 50 000 à terme, est porteur d'espoir pour ces territoires durement frappés par la crise économique. C'est également un élément essentiel pour rétablir leur compétitivité en redynamisant le tissu industriel autour du transport fluvial. Vous vous êtes exprimé à plusieurs reprises sur ce dossier depuis votre prise de fonction et je tiens à saluer votre action pour recrédibiliser un projet que la précédente majorité avait conduit dans une impasse. Vous avez chargé notre collègue Rémi Pauvros de remettre à plat le dossier et de reconfigurer le projet avec l'objectif de réduire les coûts pour le rendre finançable sans dénaturer ses fonctionnalités. Rémi Pauvros, dont le travail a été unanimement salué, a remis ses conclusions en décembre dernier. Elles confirment à la fois l'intérêt du projet et son caractère irréalisable dans sa version précédente. Vous avez décidé sur ces bases des orientations claires pour recréer les conditions du succès, reprendre le projet technique acté en 2008 pour optimiser les coûts, mobiliser au maximum l'Union européenne à son financement, passant de 6% à 40%, avancer sur les opérations connexes dans les bassins de l'Oise, de la Seine et du Nord-Pas-de-Calais. L'immense majorité des élus et des décideurs économiques de ces territoires lance aujourd'hui un appel au gouvernement pour obtenir des garanties de la réalisation de ce canal qui constituera aussi une exceptionnelle vitrine de l'intérêt économique et écologique de la voie d'eau. L'établissement public VNF est prêt. Monsieur le ministre, 6 mois après ces décisions, il nous semble important que vous puissiez faire le point sur l'avancement de ces démarches et les perspectives d'engagement de cette opération tant attendue dans le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie et l'Île-de-France. Merci. La parole est à Monsieur Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État chargé des Transports, de la mer et de la pêche. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député Stéphane Saint-André. Je vous remercie pour votre question qui me permet de faire un point d'étape sur la réalisation de ces grands enjeux territorial, le canal Seine-Nord Europe, et je partage, comme vous, le constat sur la nécessité de réaliser cette opération. Vous le savez, ce dossier a été victime trop longtemps d'effets d'annonce, alors même que c'était le sérieux qui aurait dû s'imposer. Et vous le savez également, nous avons dû, c'était le 26 mars 2013, interrompre le partenariat public-privé compte tenu de l'impasse financière dans laquelle la précédente équipe avait mis le canal Seine-Nord. Depuis, nous avons confié à M. Rémi Pauvros un travail de reconfiguration, un excellent travail qui nous a été rendu, qui nous permet à la fois de reconfigurer, de rendre moins coûteux et de nous permettre d'avoir l'objectif d'un financement, notamment en demandant ce qui n'avait pas été fait auprès de l'Union européenne, des subventions à hauteur de 40% pour cet équipement structurant. Nous avons, avec Michel Sapin, mes collègues Michel Sapin, Christian Eckert, demandé à l'inspection générale des finances et au Conseil général de l'environnement d'étudier à la fois les différents montages possibles, mais la conduite de projet. Et nul doute que VNF, dont vous avez désormais la présidence, nous permettra de pouvoir mener à bien ces procédures qui nous amèneront à une nouvelle déclaration d'utilité publique à l'objectif de mi-2015. Mais d'ores et déjà, le dossier doit être prêt pour être éligible aux demandes de subventions à la fin d'année 2015 auprès de l'Union européenne. Je parle sous le contrôle de Monsieur le Premier ministre. Nous savons combien cet enjeu du canal Seine-Nord est un enjeu important. Des travaux dans le cadre du CPER sont engagés sur la vallée de l'Oise, sur le Nord-Pas-de-Calais, sur la Seine et jusqu'au Havre. C'est important pour la relance du fluvial et vous pouvez compter sur l'engagement du gouvernement pour le faire parvenir à sa fin. Merci. La parole est à Monsieur Marc Laffineur. Merci, Monsieur le Président. Ma question, j'y associe Jean-Charles Tocqueville, ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture. Vous savez, Monsieur le ministre de l'Agriculture, l'attachement qu'ont nos agriculteurs vis-à-vis de leurs terres, vis-à-vis de leur culture,
et de leur environnement. Et ils sont quelquefois, pour pouvoir lutter contre les maladies des végétaux ou contre des insectes qui peuvent ravager en quelques heures les exploitations, obligés d'utiliser des produits phytosanitaires. Ils le font, bien sûr, en prenant beaucoup de précautions, d'abord en n'utilisant que les produits qui ont été autorisés par les pouvoirs publics, en faisant en sorte de passer une formation et d'utiliser du matériel qui empêche les disséminations de ces produits, en le faisant tôt le matin ou tôt le soir, et enfin en respectant le fait que le vent doit être inférieur à 20 km/h. Pour ne pas avoir respecté malheureusement ces règles, un agriculteur bio de la Gironde a infecté des enfants et une école. Bien sûr, cet acte doit être condamné et il est condamnable. Mais à la suite de ça, le Sénat et la ministre de l'Environnement a demandé à ce qu'on interdise l'épandage à moins de 200 mètres de toute habitation. Cela serait catastrophique parce qu'évidemment, sur tout notre territoire, nous avons énormément d'habitats et ça entraînerait de retirer 13 millions d'hectares de la culture et ça entraîne évidemment une très grande inquiétude dans tous nos milieux ruraux et pour l'ensemble de notre agriculture. Alors ma question est simple, Monsieur le ministre de l'Agriculture. Quelle sera votre position et quelles vont être vos recommandations pour pouvoir rassurer les agriculteurs et faire en sorte que l'agriculture puisse se développer? Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député Laffineur, je voudrais d'abord répondre sur 2 points. Le premier, c'est que les phytosanitaires sont utiles, mais qu'en même temps, on doit avoir un objectif, il est commun, collectif, c'est d'en diminuer le recours et l'utilisation. C'est une discussion qui est en cours. Le projet pour l'agroécologie que j'ai présenté hier s'est fixé ces objectifs et nous le faisons dans une concertation continue avec les professionnels. C'est le premier point. Le deuxième, vous avez évoqué cet événement qui a été relaté, à la fois un épandage de phytosanitaires et une école avec des élèves qui étaient dans la cour. C'est vrai que c'était ne pas respecter la réglementation. Il y a des règles qui doivent être appliquées, qui sont appliquées par la grande majorité, presque la totalité des agriculteurs. Elles restent des règles valables. J'ajouterai juste un point, que pour protéger les abeilles, j'ai proposé qu'on fasse les épandages plutôt le soir que le matin. Je rajoute ça. Mais sur cette question, avec Ségolène Royal, on a une discussion qui a commencé au Sénat pour adapter et protéger bien sûr les lieux publics, parce que ça fait partie des enjeux, mais aussi considérer que ce n'est pas la distance qui peut faire la protection. Il y a beaucoup d'autres solutions. Nous avons saisi l'ANSES pour avoir un certain nombre de propositions et nous tiendrons compte, bien sûr, de cette question et de ce sujet dans le cadre de la loi d'avenir pour trouver les réponses adaptées, à la protection des publics et en même temps pour garantir aux agriculteurs la capacité de pouvoir utiliser des produits phytosanitaires pour protéger leur culture. Les deux sont tout à fait compatibles, Monsieur le député. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Christophe Cavard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le récent flottement sur le devenir de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, commodément appelé ALUR, a suscité de larges inquiétudes dans notre famille politique. Depuis, des déclarations nous ont rassurés. J'en profite d'ailleurs pour saluer la réponse de Madame la ministre du Logement et de l'Égalité des Territoires, Sylvia Pinel, dans ce même hémicycle hier. Je souhaite à mon tour répondre à celles et ceux qui voudraient remettre en question ce qui constitue à ce jour une des plus grandes avancées de ce quinquennat en matière de justice sociale, souvent ceux-là même qui profitent de la dérégulation et de la crise du logement. D'abord, sur une confusion entendue hier dans la bouche de ma collègue députée de l'opposition sur les liens entre ALUR et l'activité des entreprises du bâtiment. Nous ne sommes pas là pour faire de la pédagogie, mais enfin, la construction de logements, ce n'est quand même pas ALUR qui l'empêche. Nous en connaissons bien les leviers, c'est l'investissement public, l'investissement des collectivités locales et enfin, l'investissement des familles. Et pour que les familles investissent, il faut leur donner du pouvoir d'achat. C'est précisément ce que propose ALUR en créant des outils pour lutter contre la crise du logement. Alors que les loyers augmentent plus vite que les salaires,
L'encadrement des loyers est une mesure forte de la lutte pour le pouvoir d'achat. Nous pourrons y associer les mesures de la loi de transition énergétique sur l'isolation des bâtiments. Nos concitoyens ont du mal à se loger. La lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil doit être une priorité. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous balayer une bonne fois pour toutes nos inquiétudes et nous assurer que nous pouvons compter sur le gouvernement pour sécuriser cette loi et publier les décrets d'application au plus vite pour permettre une entrée en vigueur rapide? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, la loi pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové a été votée au Parlement cet hiver et publiée le 24 mars dernier, il y a donc 3 mois. Une loi, elle n'appartient pas à un ministre, n'appartient pas à une famille politique. Quand elle est votée, elle appartient à la nation et le rôle du gouvernement, vous avez raison, c'est de l'appliquer. Cette loi prévoit 200 mesures d'application recouvrant un champ très étendu de domaines et ces mesures nécessitent la rédaction d'une centaine de décrets d'application. Concernant le logement, certaines mesures apparaissent comme prioritaires compte tenu d'une part de leur impact sur les ménages et en particulier sur leur pouvoir d'achat et d'autre part en raison de la très forte attente de l'ensemble des acteurs du secteur, investisseurs, bailleurs et professionnels soucieux de connaître dans quel environnement juridique et économique leurs activités vont dorénavant s'exercer. De ce point de vue-là, nous devons faire passer, nous le ferons la semaine prochaine avec Sylvia Pinel, nous devons faire passer un message de confiance. Aujourd'hui, et cela dure déjà depuis un certain temps, on ne construit pas, on construit peu, on ne construit pas assez, il y a un ralentissement de la construction et nous avons besoin de faire passer ce message de confiance à l'égard de tous ceux qui veulent investir. Il en est ainsi de l'encadrement des loyers dans les zones où le marché est lui-même très tendu ou très contraint. Et pour répondre aux exigences votées par le Parlement, cet encadrement ne peut intervenir que si les observatoires de loyers ont été validés par un comité scientifique indépendant. Cette exigence doit être remplie avant la fin de l'année 2014, notamment dans l'agglomération parisienne. La mise en place de l'encadrement des loyers dans les autres agglomérations pourra s'étaler après, ultérieurement, au fur et à mesure de la constitution des observatoires. Dans tous les cas, Monsieur le député, l'objectif sera de mettre fin aux pratiques abusives sans pour autant, et je veux insister là-dessus, décourager les bailleurs de poursuivre la mise en location de leur logement, ni les investisseurs de placer leur argent dans l'immobilier. N'oublions jamais, il n'y a pas de meilleure protection pour les locataires qu'un marché locatif abondant. Pour ce qui est de la garantie universelle des loyers, je ne méconnais pas les débats qui ont eu lieu ici à l'Assemblée. Son principe est généreux et indiscutable, mais son financement n'a pas été assuré par la loi. Je voudrais simplement rappeler que son coût estimé en année de croisière, soit après 2017, devrait être de 400 à 500 millions d'euros. Il ne serait pas responsable que le gouvernement ne prenne pas le temps de la réflexion et de la concertation avant la mise en œuvre d'un tel dispositif. Des discussions sont en cours avec la ministre, avec les partenaires sociaux qui gèrent la participation des entreprises à l'effort de construction. Vous comprendrez que je ne me prononce pas alors même que les négociations sont en cours. En conclusion, je vous confirme que la loi ALUR sera appliquée et appliquée avec réalisme et pragmatisme. Ma préoccupation, je vous le disais il y a un instant, et c'est le sens des 50 mesures de simplification que j'avais évoquées à l'occasion de mon discours de politique générale, c'est de redonner de la visibilité et de la confiance pour relancer le secteur de la construction afin que les emplois soient créés, des logements construits, des bâtiments rénovés. Je ne doute pas encore une fois que les propositions faites par Ségolène Royal aujourd'hui même vont y contribuer. Nous avons besoin d'un mouvement vaste dans le pays pour encourager cette construction. Voilà, Monsieur le député, de quoi, je crois, lever toutes vos inquiétudes en étant pleinement dans la majorité, en la soutenant, je ne doute pas un seul instant, alors que toutes vos inquiétudes seront pleinement levées. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Olivier Dassault. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre et concerne l'insertion des jeunes en entreprise. Alors, Monsieur le Premier ministre, souvenez-vous, ma priorité, c'est la jeunesse.
affirmait avec fougue le candidat François Hollande. Mais que sont devenues ces belles promesses? Des lendemains qui déchantent? Chaque année, 150 000 élèves quittent l'école sans le moindre diplôme. Et un jeune sur 4 est au chômage. C'est 3 fois plus qu'en Allemagne. Parce qu'ils ne veulent plus vivre dans un pays qui condamne la réussite, qui stigmatise le succès, qui bride les talents. 80% des étudiants de nos grandes écoles envisagent de tenter leur chance à l'étranger. Alors, pour leur redonner confiance en l'avenir, Monsieur le Premier ministre, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de changer de logiciel. Misez sur l'entreprise et non plus sur l'État pour vaincre le chômage des jeunes. Misez sur l'apprentissage, par exemple, pour valoriser la diversité des talents. Cette intelligence de la main qui garantit un emploi rapide à l'issue de la formation. Vous êtes responsable de la baisse d'attractivité de cette filière. Elle est la conséquence de vos choix politiques. Vous avez décidé de diminuer les aides à cette formation de près de 550 millions d'euros au profit des emplois d'avenir qui n'ont d'avenir que le nom. Alors il faut bousculer les préjugés. Il faut construire des ponts entre l'école et le monde de l'entreprise, plutôt qu'ériger des barricades. Génération Entreprise, Entrepreneurs Associés, le groupe que j'anime aux côtés de 135 parlementaires, le rappellera demain au cours de notre colloque à l'Assemblée nationale. Alors, Monsieur le Premier ministre, plus qu'une question, c'est un appel. Que comptez-vous faire concrètement pour faciliter l'insertion des jeunes en entreprise? Merci. La parole est à Monsieur François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Olivier Dassault, vous avez raison, l'apprentissage est une voie royale. L'apprentissage est une voie d'excellence. L'apprentissage est une voie vers l'emploi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, et vous le savez parfaitement, sur le million d'artisans, 500 000 sont issus de l'apprentissage. Et donc, l'objectif de ce gouvernement, c'est qu'il y ait en 2017, il y ait 500 000 jeunes en apprentissage. Cet objectif était déjà celui du sénateur Larcher, qui avait fixé cet objectif pour 2009. Malheureusement, il se trouve que cet objectif n'a jamais pu être atteint, car depuis de nombreuses années, nous sommes sur un trend de 400 000 jeunes en apprentissage. En 2013, il y avait très exactement 430 000 jeunes en apprentissage et en alternance. Le problème dans notre pays, c'est que les entreprises parlent beaucoup de l'apprentissage comme d'une voie exemplaire, et elles ont raison, mais elles ne prennent pas souvent ou pas assez souvent des jeunes en alternance. Seuls 4% aujourd'hui des entreprises prennent des jeunes en alternance. Et donc c'est un appel à travers votre question que je lance à l'ensemble des entreprises françaises pour leur dire à la rentrée 2014, au mois de septembre, parce que c'est maintenant que ça se joue, pas un jeune en CFA ne doit être hors de l'alternance dans une entreprise. Et nous y arriverons si nous nous mobilisons tous. C'est l'appel que je lance aujourd'hui. Merci. La parole est à Monsieur Christophe Caresche. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre du Logement et de l'Égalité des Territoires. Notre pays souffre depuis de nombreuses années d'un grave déficit de construction de logements, dont les effets se font particulièrement ressentir dans les zones denses, à commencer par l'agglomération parisienne, mais pas seulement. Difficulté à trouver des logements et prix élevés impactant directement le pouvoir d'achat des Français et la compétitivité de notre économie en sont les conséquences immédiates. Afin de traiter frontalement cette situation et de parvenir à l'objectif de construction de 500 000 logements par an, diverses mesures concrétisant les engagements du Président de la République ont été prises depuis 2012. Mise à disposition des terrains de l'État, augmentation du seuil de logements sociaux de 20 à 25%, assouplissement réglementaire, création d'un statut de logement intermédiaire, relèvement du plafond du livret A et création des métropoles. Mais malgré cette action, en 2013, seulement 330 000 logements auront été construits, bien loin des objectifs affichés. Plus inquiétant, le premier trimestre 2014 s'annonce en retrait de plus de 11% de mise en chantier de logements neufs par rapport à la même période de 2013.
Face à cette situation, reconnaissons que l'objectif de construction a été en partie perdu de vue ces derniers mois et rappelons clairement qu'il n'y aura pas d'amélioration durable de la situation des locataires et de ceux qui aspirent à la propriété sans une augmentation de l'offre. La baisse des prix de l'immobilier et des loyers dépendra plus de la capacité à créer de nouveaux logements que de mesures administratives. L'urgence est donc la mobilisation de tous les acteurs, publics comme privés. Il faut restaurer un climat de confiance favorable à la construction et cela justifie effectivement une mise en œuvre pragmatique et réaliste de la loi Allure. Madame la ministre, vous présenterez mercredi prochain au Conseil des ministres une importante communication sur le logement. Pouvez-vous nous indiquer quelles en seront les grandes lignes? La parole est à Madame Sylvia Pinel, ministre du Logement et de l'Égalité des Territoires. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Christophe Carrèche, vous avez raison. Le logement est une préoccupation quotidienne de nos concitoyens et il est urgent d'agir en faveur de la relance de la construction. Vous avez rappelé les efforts effectués par le gouvernement pour soutenir le logement social l'année dernière, puisque le secteur du logement social a particulièrement résisté à cette baisse de construction. Mais aujourd'hui, nous devons aller plus loin et proposer un certain nombre de mesures qui permettront de lever un certain nombre de freins, de blocages et de limiter les coûts de construction. Je pense en effet aux mesures de simplification que nous présenterons la semaine prochaine. Le Premier ministre a rappelé combien il était urgent de simplifier l'environnement normatif dans le secteur de la construction et d'accélérer les procédures. Il est important également de retrouver la confiance et c'est le sens du pacte de responsabilité et de solidarité qui bénéficie aux entreprises de la construction et notamment aux artisans du bâtiment parce que ce secteur de la construction est essentiel pour notre économie, pour l'ensemble de nos territoires. Nous devons aussi continuer notre mobilisation en faveur de la construction du logement social et j'invite l'ensemble des élus, quelle que soit leur appartenance politique, à lancer ces chantiers, à ne pas les retarder. Nous continuerons aussi sur la mobilisation du foncier et du foncier public, sur l'accession, sur le logement intermédiaire et sur l'application des mesures en faveur du pouvoir d'achat des ménages, notamment dans les zones tendues. Vous le voyez, Monsieur le député, la feuille de route du gouvernement est claire. La relance de la construction, la rénovation énergétique, le pouvoir d'achat des Français. Merci. Et c'est ainsi que nous réussirons. La parole est à Monsieur Yannick Favennec. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, les deux projets de loi sur la réforme territoriale ont été présentés aujourd'hui même en Conseil des ministres. Le Parlement examinera prochainement le premier pan de cette réforme consacrée au découpage des régions. Une réforme en profondeur de notre organisation territoriale est une impérieuse nécessité. Mais pour être efficace, elle doit répondre à 5 critères fondamentaux. Permettre d'abord à la France de relever les défis d'une économie mondialisée dans un monde en pleine mutation et de retrouver une nouvelle croissance. Lutter aussi contre l'érosion de la démocratie locale en lui redonnant du sens et de la force. Intégrer également la nécessaire réforme de l'État, corollaire indispensable à l'établissement d'une réforme territoriale véritablement décentralisatrice. Apporter ensuite des réponses différenciées adaptées aux spécificités économiques et sociales de nos territoires. Être guidé, enfin, par l'intérêt général et non par des considérations partisanes dont, à titre d'exemple, la région des Pays de la Loire est une victime collatérale. Monsieur le Premier ministre, votre réforme ne répond en fait à aucun de ces critères de fond. Pire, vous traitez le contenant avant le contenu, en obligeant le Parlement à se prononcer sur le redécoupage, les modes de scrutin et le calendrier, avant même d'aborder les questions primordiales que sont les compétences et le financement. Quand prendrez-vous enfin conscience de la nécessité d'entreprendre une réforme ambitieuse qui permettra d'inscrire la France de plein pied dans la construction d'une Europe des territoires? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur.
Monsieur le député, cette question pose les termes du débat et témoigne, s'il en était besoin, de la capacité de l'Assemblée nationale comme du Sénat de se rassembler autour de l'urgence de la modernisation de nos territoires. Le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est sur la nécessité absolue de simplifier le paysage des collectivités territoriales. Comme vous l'avez vous-même souligné d'ailleurs dans votre question, il s'agit là d'une urgence. Nous voulons moins d'échelons et moins de collectivités locales dans chaque échelon. Nous voulons par ailleurs améliorer la lisibilité du tissu local aujourd'hui. Il y a trop de compétences enchevêtrées, trop de complexité qui obèrent la lisibilité des institutions locales et perturbent, comme vous l'avez souligné dans votre question, l'exercice de la démocratie locale. Et nous voulons ensuite mobiliser les collectivités territoriales pour qu'elles soient plus en situation d'investir dans les infrastructures dont notre pays a besoin pour se moderniser, pour accompagner ces filières d'excellence. C'est la raison précisément pour laquelle ce matin, deux orientations ont été définies à travers les textes auxquels vous avez fait référence. D'abord, diminuer le nombre de régions pour que nous ayons des régions beaucoup plus fortes qui mutualisent leurs frais de fonctionnement et qui, de ce fait, soient ainsi en situation d'investir davantage qu'elles ne l'ont fait hier dans la modernisation du pays. Par ailleurs, comme vous l'avez aussi souligné dans votre question, il faut clarifier les compétences. Ce sera l'objet de la loi qui sera présentée par Maryse Lebranchu et André Valigny pour donner plus de force et de cohérence à l'ensemble. Enfin, et je conclus par cela, si nous modernisons nos collectivités territoriales, si nous engageons ces réformes qui n'ont que trop attendu, qui ont longtemps été promises et jamais engagées, nous devons aussi moderniser l'administration déconcentrée de l'État. Pourquoi moderniser l'administration déconcentrée de l'État? Parce que nous avons besoin de services qui montent en gamme, parce que nous avons besoin de davantage de proximité et que les collectivités ont besoin d'un État fort. Thierry Mariani. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Amateurisme, légèreté, désinvolture. Force est de constater que c'est les mots. S'il vous plaît. Force est de constater que c'est les mots qui sont utilisés régulièrement par la présidente de la commission d'enquête sénatoriale sur le contrat Ecomove pour définir l'attitude du gouvernement sur le dossier de l'écotaxe. Amateurisme, quand le gouvernement décide de façon totalement arbitraire de suspendre cette taxe sans aucun fondement juridique et sans interroger quiconque. Ni administration, ni Ecomove n'ont été consultés sur les conséquences et le coût d'une éventuelle suspension. Légèreté, quand le gouvernement joue aux pompiers pyromanes en lançant une polémique qui s'avère totalement infondée sur le contrat. Compte tenu de la grande complexité du dispositif, la commission d'enquête a démontré que le choix d'un partenariat public-privé était bien la solution la plus rationnelle, que le marché était totalement transparent et d'ailleurs que le coût de la collecte des radars faits par l'État était exactement au même niveau que celui qui était prévu par Ecomove. Et enfin, désinvolture. Quand le gouvernement envisage de supprimer l'écotaxe, vous signez le coup d'arrêt d'infrastructures de transport dans notre pays. Le préjudice pour les collectivités territoriales qui attendent ces fonds est important. Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État au budget, estime à 950 millions d'euros le coût de la résiliation d'une telle taxe, auquel il faut rajouter 1,2 milliard d'euros. De plus, avec ma collègue Marie-Jo Zimmermann, nous sommes très inquiets sur l'avenir des contrats de travail déjà signés à Metz. Alors, ma question est très simple, Monsieur le Premier ministre. Sur ce dossier, quand est-ce que, enfin, votre gouvernement va prendre une décision? La parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, je vous félicite pour votre sens de l'autocritique, parce que amateurisme, désinvolture et légèreté, c'est bien vous qui avez fait voter une loi en 2008 que vous n'avez donc jamais appliquée et que nous avons en effet aujourd'hui à gérer dans des conditions particulièrement délicates. Le gouvernement a pris connaissance des rapports que vous évoquez, de la mission parlementaire et de la commission d'enquête, et il examine avec calme, tranquillité, sérénité les solutions à apporter à un problème que vous avez créé
et nous rendrons nos décisions la semaine prochaine et vous aurez ainsi l'occasion d'apprécier le sérieux, l'engagement, la tranquillité et la sérénité du gouvernement pour répondre à l'autocritique dont je vous félicite une nouvelle fois. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Arnaud Richard. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, notre groupe souhaite vous alerter à nouveau sur les conséquences des décisions qui ont été prises quant à l'un des premiers employeurs de France. Je veux parler de nos compatriotes. Depuis maintenant 2 ans, vous avez pris des décisions catastrophiques qui ont mis en œuvre l'un des plus grands plans de licenciement jamais imaginés sur les services à la personne, prétendant qu'ils étaient réservés aux plus fortunés. C'était oublier que ce sont 2,2 millions de professionnels formés qui, dans toute la France, améliorent la qualité de vie de 4,5 millions de familles. C'était oublier, Monsieur le Premier ministre, que les services à la personne, ce sont les gardes d'enfants en bas âge et l'aide à la petite enfance, les soins et le maintien à domicile, l'aide scolaire et l'aide pour les personnes les plus dépendantes et les handicapés, et donc un vecteur essentiel de cohésion sociale. Vos décisions ont eu un coût terrible en matière d'emploi, sur les emplois qui ont été détruits et sur ceux que les Français n'ont pas créés. Ce secteur, vous le savez, est d'un grand dynamisme. Sous l'impulsion de Jean-Louis Borloo, il crée de 100 à 120 000 emplois par an. Alors ma question est simple, Monsieur le Ministre, et je regrette que vous partiez pour ne pas l'entendre. Bonne fin d'après-midi. D'abord, une question extrêmement simple. Allez. Le pacte de solidarité a été présenté ce matin au Conseil des ministres. Profiterez-vous de cette occasion pour revenir sur les erreurs du passé en commençant par accorder une augmentation significative de la déduction forfaitaire aux particuliers employeurs? Merci. La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député Arnaud Richard, le gouvernement partage votre souci de développer et de préserver le service des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Je regrette quelque peu le ton polémique de votre question, dans la mesure où, et vous le savez très bien puisque vous connaissez bien avec votre groupe cette question, dans la mesure où en 2011, la majorité à laquelle vous apparteniez a supprimé la réduction de cotisations sociales pour les particuliers employeurs, ce qui a été une mesure dramatique pour le secteur. Ce gouvernement et cette majorité a effectivement obligé la cotisation au réel, comme pour tous les employeurs de France, et ceci pour justifier des droits sociaux des salariés, mais aussi avec une contrepartie qui a été de réduire de 75 centimes le montant des charges acquittées, ce qui n'avait pas été le cas par la mesure qui avait été prise par l'autre gouvernement. Donc, regardons vers l'avenir, Monsieur le député. L'avenir, c'est de préserver un secteur qui souffre de la conjoncture et qui a besoin d'être soutenu. Je vous rappelle que l'ensemble des salaires et des charges est déductible à hauteur de 50% du montant de l'impôt acquitté, ce qui est une mesure importante. Et je vous confirme que le gouvernement est prêt à travailler à l'occasion du PLFRSS à une mesure significative, c'est je crois le mot que vous avez utilisé, qui peut d'ailleurs être prise par voie réglementaire, puisque ces 75 centimes sont fixés par un décret du ministre des Finances, et je ne doute pas que la discussion parlementaire d'ici 2 à 3 semaines permette d'avancer dans le sens que vous souhaitez, qui est largement partagé sur tous les bancs. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Philippe Meunier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de la Défense. Monsieur le Ministre, le FAMAS, fusil d'assaut de l'armée française, sera bientôt remplacé pour faire face aux nouvelles contraintes du combat moderne. 2 options sont envisageables. L'achat sur étagère d'un fusil d'assaut étranger ou la production en France de cette arme si importante pour nos fantassins. Il a fallu dans les années 70 toute la volonté et l'engagement du secrétaire d'État à la Défense, le général Bijard, à qui je rends d'ailleurs hommage, ainsi qu'à ses parachutistes,
pour imposer une solution nationale avec le choix du FAMAS, aidé en cela par son aide de camp, notre collègue Yves Fromion. Aujourd'hui comme hier, l'industrie française est capable de produire ce type d'armes, notamment en Rhône-Alpes, dans le bassin industriel de Saint-Étienne, réputé pour la qualité de sa production. Malheureusement, l'appel à candidature portant sur la fourniture d'armes individuelles publié en mai 2014, tel qu'il est rédigé, exclut de fait toute entreprise française. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Ministre, je vous demande instamment de revoir les 2 clauses de cet appel à la candidature qui empêcheraient, si elles n'étaient pas modifiées, nos armées de se voir dotées d'un fusil d'assaut de qualité produit en France. En cette année de centenaire, rappelant le sacrifice de nos soldats armés de leur fusil Lebel, ne soyez pas le ministre de la Défense qui, pour la première fois de notre histoire, prendrait la décision d'équiper nos fantassins d'un fusil étranger. Aujourd'hui, nous savons déjà que votre loi de programmation militaire ne sera pas respectée puisque les recettes exceptionnelles attendues ne sont pas au rendez-vous. Essayez au moins, Monsieur le Ministre, de tenir votre engagement à l'égard de nos PME françaises, essentielles pour notre industrie de l'armement, notre indépendance et nos emplois. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Monsieur le député Philippe Meunier, merci de cette question très précise, très technique. Je voudrais tout d'abord vous dire que, contrairement à vos propos, la loi de programmation militaire 2014-2019 sera intégralement respectée et que le président de la République, lors du Conseil de défense qui s'est tenu le 2 juin, a rappelé son engagement pour le maintien de la trajectoire financière. Je tenais à vous le rappeler et je l'ai déjà dit ici. Alors vous appelez mon attention sur la succession du fameux FAMAS. Il est inscrit dans la loi de programmation militaire et la réalisation devrait intervenir en 2016 pour les premières livraisons en 2017 pour un total de 21 000, on appelle AIF, armes individuelles du futur. Et nous avons dû, conformément à la réglementation, faire un appel d'offres européen, puisque avec les nouveaux dispositifs, nous sommes tenus à cela. Je constate par ailleurs qu'il y a une quinzaine d'années, les entreprises françaises qui pouvaient produire directement ce type d'armement, le FAMAS, ne le font plus ou ont été fermées. Je pense à la manufacture d'armes de Saint-Étienne et à l'atelier munitionnaire du Mans de Giat Industrie. Il n'y a plus en France ce type d'activité. Par contre, moi je suis très ouvert à ce que des entreprises françaises, d'une manière ou d'une autre, répondent à cet appel d'offres et je les incite fortement à le faire. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Jacques Bridet. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Monsieur le Ministre, en tant que président de notre groupe d'amitié France-Irak, permettez-moi tout d'abord d'adresser toutes mes pensées d'amitié et de solidarité à nos amis irakiens dans les heures tragiques qu'ils connaissent en ce moment. Depuis plusieurs semaines, la situation en Irak ne cesse de se dégrader et l'inquiétude monte de jour en jour pour ce peuple ami. Rien ne semble arrêter aujourd'hui le groupe terroriste État islamique en Irak et au Levant, qui progresse, qui terrorise les populations, multiplie les prises d'otages et diffuse sur Internet des images insoutenables. Aujourd'hui, ce sont déjà 500 000 civils irakiens qui ont fui les zones de combat et connaissent une situation humanitaire des plus difficiles. Ces réfugiés fuient essentiellement vers la région autonome du Kurdistan, qui accueille déjà des dizaines de milliers de réfugiés syriens. Face à cette crise, Monsieur le Ministre, quel soutien notre pays peut-il apporter et à l'Irak et au Kurdistan? Cette protection des populations, qui est notre préoccupation première, passe à terme par le renforcement de l'État irakien. Après avoir pris le contrôle de nombreuses villes, parmi lesquelles figurent Saadiya, Jalaoula, Tikrit et Mossoul, cette organisation terroriste exhorte ses combattants à marcher sur Bagdad, à renverser le régime du Premier ministre Nouri al-Maliki et à instaurer un État djihadiste. Cette situation est de nature à nous inquiéter et je vous remercie, Monsieur le Ministre, d'en avoir saisi toute la portée en appelant la communauté internationale à se saisir de la situation et en condamnant les prises d'otages. La réalité est que l'organisation terroriste met gravement en danger l'unité et la souveraineté de l'État irakien, auquel la France est particulièrement attachée. Alors, dans ce contexte, de quelle manière la France peut-elle continuer à accompagner l'Irak
dans le renforcement et la stabilité de son système démocratique et à l'aider à retrouver sa sécurité intérieure. Merci. Merci. La parole est à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le député, la question que vous soulevez et la situation actuelle de l'Irak est probablement l'une des plus graves que nous ayons connues depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui se passe en effet est sans précédent. Un groupe terroriste à la cruauté illimitée est sur le point de prendre le contrôle d'un État, d'un grand État et d'un État riche. Par rapport à cela, évidemment, je me suis immédiatement entretenu de cette situation, à la fois avec les ministres des Affaires étrangères irakiens, saoudiens, américains et avec le président Barzani, kurde. Et la position de la France, elle est celle-ci. D'abord, condamner de la façon la plus ferme, comme cela a été fait en Conseil de sécurité, ce qui se passe en Irak et prendre des dispositions humanitaires. Ensuite, plaider et agir pour qu'un gouvernement d'union nationale soit constitué en Irak. Car parmi les causes lointaines, on les voit, récentes, on les connaît, il y a des comportements sectaires qui ont facilité une espèce de collusion entre les terroristes, qui finalement sont rentrés facilement dans les villes, et le reste de la population. Et puis, il faut prendre des dispositions, elles sont prévues dans une loi qui va vous être soumise, pour briser, je dis bien briser, les tendances, les tentations d'un certain nombre de ressortissants français d'aller faire le djihad là-bas. Il n'y a aucune demi-mesure possible. Ce qui est en cause, c'est non seulement l'unité de l'Irak, mais l'ensemble du Moyen-Orient, Syrie, Irak et les pays voisins, et donc la sécurité de l'Europe et même la sécurité du monde. Et donc, il n'est pas question que puisse se constituer là-bas un djihadistan terroriste. Merci. La parole est à Madame Marianne Dubois. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Défense. Les 3e rencontres militaires blessures et sport viennent de débuter à Bourges. Elles sont l'occasion de vérifier les progrès de la prise en charge des soldats grièvement blessés en opération, qui sont souvent de jeunes hommes et parfois chargés de famille. Et malheureusement, c'est d'actualité. Meurtris dans leur âme et dans leur chair, ces derniers doivent réapprendre à vivre et surtout accepter de vivre avec les séquelles qu'ils devront supporter durablement avec leurs proches. Si les progrès médicaux sont réels, avec notamment des prothèses de dernière génération, ainsi que l'accompagnement grâce à la réforme de la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre, ou la CABAT, en 2010, il n'en demeure pas moins que beaucoup reste à faire. En effet, leur reconversion professionnelle ne va pas de soi et il serait à tout le moins légitime que notre nation se montre encore plus reconnaissante envers ces soldats qui se battent pour la liberté dans de nombreux points du globe et font honneur à notre pays. Pourtant, dans cette période d'incertitude budgétaire où il nous a fallu rappeler avec force la nécessité absolue de sanctuariser le budget de notre défense nationale, il paraît nécessaire de mettre en œuvre un plan de suivi global pour ces militaires blessés qui doivent reprendre une activité professionnelle. Monsieur le ministre, loin de toute polémique, je souhaitais simplement attirer votre attention sur ces vies brisées qui, en tant que membre de la Commission de la Défense, m'ont particulièrement interpellée. Pourriez-vous nous indiquer quelles seraient les pistes à améliorer et notamment si vous envisagez de renforcer les passerelles vers les emplois réservés de la fonction publique? Je vous remercie. Merci Madame. La parole est à Monsieur le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Oui, Monsieur le Président, Madame la députée Marianne Dubois, merci de cette question. Vous avez raison de souligner la tenue des 3e rencontres militaires blessures et sport qui se tiennent en ce moment. Je rendrai visite à ces 54 militaires blessés, cette centaine d'encadrants dans quelques jours pour leur apporter mon soutien, mais j'imagine aussi celui de l'ensemble de la représentation nationale. Il y a parmi ces militaires blessés des champions paralympiques des derniers Jeux olympiques de Sotchi. Ce sont des hommes et des femmes que nous devons respecter. On sait que la blessure est un risque inhérent au métier militaire, mais c'est un devoir pour la nation et pour la communauté de défense en particulier d'assister
et d'accompagner les militaires blessés dans leur parcours de réinsertion et de réadaptation sociale et professionnelle. Et à cet égard, le sport a une place essentielle. C'est un levier qui permet de lutter contre l'isolement et qui permet la restructuration physique et mentale. C'est la raison de l'organisation de ces rencontres sportifs, militaires, blessures et sport. Et c'est aussi l'action de l'organisme que vous avez signalé, la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre, la CABAT, qui fait un travail remarquable de suivi de l'ensemble de ces blessés. Alors, il faut renforcer le processus d'intégration et permettre des passerelles nouvelles entre les militaires blessés et l'accès aux fonctions publiques. C'est le but d'une ordonnance que je vais prendre dans quelques jours, qui est inscrite dans la loi de programmation militaire et qui permettra aux blessés en opération extérieure d'avoir un dispositif d'intégration plus fort, permettant des passages, et ce sera aussi élargi aux conjoints de nos blessés en opération. En tout cas, merci d'avoir posé cette question, parce qu'elle mérite l'intérêt, le soutien et la détermination. Merci. La parole est à Madame Jacqueline Maquet. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, nous le savons tous, passer son permis de conduire relève souvent du parcours du combattant. C'est pour beaucoup de jeunes très difficile, trop long, trop coûteux, trop fastidieux. Les inspecteurs sont débordés de travail et les candidats doivent subir des délais inimaginables pour pouvoir s'inscrire à l'examen du permis de conduire, et ne parlons pas des délais lorsqu'il s'agit d'une deuxième fois. Il faut permettre aux candidats de passer dans les meilleures conditions leur permis de conduire, car pour un bon nombre d'entre eux, c'est la condition sine qua non d'obtention d'un travail ou même d'un contrat d'apprentissage. C'est la condition même de l'indépendance, notamment dans les territoires les plus isolés. Dans l'incompréhension de tous les concernés, vous avez choisi de mettre en place une réforme ambitieuse et de remédier à cette situation qui, au regard des autres pays européens, n'est pas tolérable. Réformer le permis de conduire, c'est ouvrir la conduite accompagnée plus tôt pour désengorger les auto-écoles. C'est libérer des examinateurs de la surveillance du code pour raccourcir les délais de passage du permis, surtout quand il s'agit de passer une deuxième fois. Réformer le permis de conduire, c'est proposer des cours d'éducation routière pour les lycéens. C'est faire en sorte que le permis coûte moins cher et que les dispositifs du permis à 1 € par jour soient ouverts, même aux deuxièmes tentatives. Réformer le permis de conduire, c'est le simplifier, c'est simplifier les normes d'examen, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de différence énorme entre une auto-école et une autre. Monsieur le ministre, la réforme que vous engagez va changer le quotidien de tous ceux qui ont besoin de conduire. Pouvez-vous nous dire en quoi elle consiste précisément et quand elle sera appliquée? Merci. Merci, Madame. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Madame la députée, cette réforme du permis de conduire, je veux d'abord en rappeler les objectifs. Comme vous l'avez souligné vous-même, pour beaucoup de jeunes, le permis de conduire, c'est le permis de travailler. Et par conséquent, lorsque les délais sont trop longs et que les coûts sont trop importants, beaucoup de jeunes se trouvent empêchés d'accéder à l'autonomie et à l'emploi. L'objectif de la réforme, c'est donc de baisser le coût du permis de conduire pour les jeunes. C'est donc une réforme pour les jeunes et notamment pour 40% des jeunes qui ne réussissent pas le permis de conduire du premier coup. Pour ceux qui ratent le permis de conduire, compte tenu des délais de passage de l'examen, le surcoût peut être compris entre 400, 800 et parfois plus, notamment dans les départements d'Île-de-France où les délais d'attente peuvent aller jusqu'à 6 mois. Nous avons donc décidé, c'est la première mesure, de concentrer, compte tenu de la contrainte, la surveillance des inspecteurs du permis de conduire sur le passage du permis B. Nous allons pour cela recruter dès le 1er juillet des inspecteurs, des retraités de la police et de la gendarmerie qui feront passer le code. Et nous allons lancer une délégation de service public juste pour le code, avec un cahier des charges extrêmement rigoureux pour garantir la qualité du service public et qui permettra, là où l'inscription au code est entre 58 et 70 €, de passer à un tarif unique pour les jeunes de 30 €. Deuxième mesure, nous voulons que la conduite accompagnée soit développée dès l'âge de 15 ans, avec la possibilité de passer le permis de conduire à 17 ans et demi. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir un taux de réussite de 15% supérieur à celui qui existe aujourd'hui, et d'autre part, ça permet de diminuer le niveau des accidents auxquels les jeunes sont confrontés après qu'ils ont passé leur permis de conduire. Enfin,
Troisième mesure, nous souhaitons moderniser les conditions de passage du code avec un examen moderne, plus simple. Et enfin, nous souhaitons élargir l'accès au permis à 1 € en élevant le plafond de la mesure de 300 € pour faciliter le financement de la mesure. Donc voilà, on arrive à la fin de cette séance de questions au gouvernement. Comme tous les jeudis, on se retrouve demain au Sénat, 14h55, avec comme invité Jean-Marie Le Guen, ministre chargé des relations avec le Parlement. Bon après-midi sur France 3. Au revoir.